Bismillah. À minuit, j'entendais de la musique provenant du nightclub abandonné au milieu des dunes de Lagoon West. Chaque soir, la mélodie éraillée me réveillait dans ma villa au-dessus de la plage. Comme elle commençait une fois de plus, je descendis du balcon sur le sable chaud et m'en allai le long du rivage. Dans l'obscurité, les clochards se tenaient à la ligne des marées, écoutant la musique qui leur parvenait portée sur les rouleaux thermiques. Ma torche éclairait les bouteilles cassées et les fioles hypodermiques à leurs pieds. Portant leurs bigarrures mortes, ils attendaient dans l'air terne comme des clowns flétris. Le night-club était abandonné depuis l'été précédent. Ses murs blancs, enterrés dans des dunes, les lettres embrumées d'une enseigne en néant éclairaient faiblement le bar de plein air. La musique provenait d'un tourne-disque installé sur la scène. C'était un foxtrot que j'avais oublié depuis des années. Parmi la table noyée de sable, marchait une jeune femme aux cheveux de corail. Elle chantonnait pour son seul plaisir, tout en suivant de ses mains couvertes de bijoux le rythme de ce thème suranné. Ses yeux baissés, son allure songeuse, celle d'un enfant pensif, me firent supposer qu'il s'agissait d'une somnambule. Elle devait venir de l'un des hôtels particuliers établis le long du rivage. À côté de moi, près du bar délaissé, se tenait l'un des clochards. Ses vêtements morts pendaient sur son corps musclé comme la cosse d'un fruit profané. L'huile sur sa poitrine sombre allumait ses yeux de drogué, donnant à sa trogne un instant de calme lucide. Alors que la jeune femme dansait seule en chemise de nuit noire, il s'avança et lui saisit les bras. Ensemble, ils tournoyèrent sur le plancher. Sa main couverte de joyaux sur son épaule bala. Frais, quand le disque se termina, elle s'écarta de lui, le visage dépourvu d'expression, et louvoya entre les tables vers l'obscurité. Qui était ma merveilleuse voisine, pour marcher avec l'assurance d'une somnambule et danser chaque soir avec les clochards en night-club déserté. Comme je traversais Vermilion Sands le lendemain matin, je scrutais les villas le long de la côte dans l'espoir de la revoir. Mais la plage est le coin des leftards, encore endormis sur leur marquise scellée. La saison battait son plein pour le Vermilion Sands. Les touristes emplissaient les terrasses de café et les boutiques à souvenirs où l'on vendait des fleurs chantantes et des sculptures soniques. Après 2 ou 3 semaines fébriles de festivals consacrés à n'importe quoi, de la musique insonore aux nourritures érotiques, la plupart d'entre eux se débarrassaient de leurs achats par la fenêtre de leur voiture, tout en se pressant pour regagner la sécurité de la plage rouge. Les fleurs chantantes et les sculptures montées en graines au milieu des récifs de sable effrangeant Vermilion Sands. Elles formaient toute la flore de l'île encerclée de sons étranges. J'avais ouvert ma propre boutique de mesures à Gaza 2 ans plus tôt. Elle était spécialisée dans la mode des biotextiles. Quand j'arrivais à 11 heures à l'arcade proche de Beach Drive, une petite foule contemplait déjà la vitrine. Les passants étaient fascinés par les dessins op art qui se déployaient comme les robes exposées, se pliaient et s'arquaient dans le soleil du matin. Mon associé George Kant couvre œil nouveau style au-dessus de l'œil gauche, disposait une robe de plage jaune électrique sur un support. Les tissus étaient particulièrement capricieux et se cramponnaient à lui comme une douairière névrotique. George dut lui saisir les poignets pour l'installer de force sur le support. Il se recula vivement avant que la robe puisse à nouveau s'accrocher à lui. Elle cravacha l'air de gauche à droite, le tissu palpitant comme un soleil enflammé. En pénétrant dans le magasin, je pouvais me rendre compte que nous allions connaître l'une de nos journées les plus difficiles. D'habitude, quand j'arrivais, je trouvais les robes ronronnant sur leur support comme les pensionnaires assoupis d'un zoo arboricole. Aujourd'hui, quelque chose les avait troublés. Les rangées de vêtements, dernière mode, bouillonnaient, leurs dessins étaient livides et discordants. Quand les tissus se touchaient, ils rebondissaient loin l'un de l'autre comme des membranes tendues. Les tenues de plage se trouvaient dans le même état d'énervement. Les foulards et le banc de soleil lançaient des dessins douloureux à regarder, comme des objets tirés de quelque démentielle exposition d'art kinétique. Les mains dressées dans un geste de désespoir héroïque, George Kant vint vers moi,
Son complet de soie blanche luisait comme un arc-en-ciel bilieux. Ma chemise mauve, elle-même, perdait son calme. Ses coutures s'étiraient et commençaient à se laisser aller. Georges, que se passe-t-il? Quel est ce chahut? Monsieur Samson, je m'en lave les mains. Sale caractère. Impossible de s'en occuper. Il regarda sa manche tachetée et essaya d'épouster les couleurs livides d'une main manucurée. Énervé par l'ambiance troublée, son complot se contractait et se décontractait irrégulièrement. Il battait sur sa poitrine comme les muscles d'un cœur malade. Exaspéré, il décrocha l'un des modèles et le secoua avec colère. Du calme, hurla-t-il, comme un impresario qui ramène à l'ordre un cœur insoumis. Est-ce ici de mesure à Gaza ou un zoo démoniaque? Depuis 2 ans que je le connaissais, Georges avait toujours parlé des costumes et des robes comme d'une troupe artistique. Les tissus les plus chers et les plus sensibles, provenant des pédigrés les plus anciens, étaient traités avec tout le charme et le savoir-faire qu'il aurait accordé à une duchesse capricieuse. À l'autre extrême se trouvaient les tenues de plage au dessin d'op-art flamboyant. Il les traitait avec la désinvolture réservée aux beautés adolescentes qui entraient souvent dans la boutique par accident. Je me demandais parfois si, pour Georges, les robes et les complets n'étaient pas plus vivants que leurs acheteurs. Je suspectais qu'ils ne voyaient guère plus en eux que des carnets de chèques animés, existant uniquement pour nourrir et distraire les créatures exquises qu'il leur plaçait sur le dos. Une cliente sans souci ou trop désinvolte qui commettrait l'erreur d'essayer une mauvaise taille, ou pire, de ne pas être dotée des mensurations à la diététique, recevrait certainement un assez brusque traitement de sa part. Il la dirigeait d'une manière délicate vers les magasins de vêtements inertes du parc de distraction. Ce qui, bien sûr, constitue une raillerie particulièrement cinglante. Personne ne portait plus de vêtements inertes, à l'exception de quelques excentriques ou clochards. Le seul habit inerte largement porté était le linceul. Et encore, les gens les plus sophistiqués auraient préféré mourir plutôt que d'être vus dans une telle tenue. Cependant, le spectacle macabre d'une étrange flore tombale jaillissant de caveaux défoncés, cauchemardesque collection d'une canto d'un Dior de l'au-delà, avait bientôt mis fin à toute utilisation du biotextile dans le domaine des pompes funèbres. Le principe suivant s'était fermement établi: nu pour venir au monde, nu pour le quitter. Le dévouement de Georges avait été pour une large part dans le succès de la boutique, et la clientèle choisie qui la fréquentait. Je n'étais que trop heureux de pouvoir me montrer indulgent envers cette fantasque croyance en la personnalité individuelle de chaque vêtement. Ses doigts déliés pouvaient cajoler un ourlet, le faire se rétracter en quelques secondes à la place de plusieurs heures. Il pouvait arranger un pli ou un gousset presque avant que la cliente ait pu signer son chèque. D'une caresse, il pouvait apaiser et consoler une robe particulièrement exotique, troublée de se sentir portée pour la première fois ou choquée par le visqueux contact de la peau humaine. Elle s'installait alors autour du corps de sa propriétaire, sous les cajoleries des mains de Georges, qui savait faire épouser au tissu nerveux les contours peu familiers d'une hanche ou d'un buste. Aujourd'hui, pourtant, son charme et ses capacités expertes l'avaient trahi. Les rangées de robes tremblotaient, ravagées de démangeaisons, et leurs couleurs se transformaient en marre embrumée. L'un des inconvénients est leur extrême sensibilité. Produits à partir des gènes de glycine et de mimosa délicat, les fils tissés gardent quelque chose de la remarquable réaction de la vigne à l'atmosphère et au toucher. Un brusque mouvement de quelqu'un de proche, et à plus forte raison de la personne qui s'en va, amène une réaction immédiate de ces tissus irritables. Une robe peut changer de couleur et de texture en quelques secondes pour devenir plus décolletée à l'approche d'un ardent admirateur ou plus protocolaire à la rencontre d'un directeur de banque. Cette sensibilité à l'humeur explique la réelle popularité des biotextiles. Les vêtements ne sont plus faits de ces fibres mortes à la couleur et à la texture figée qui ne peuvent que fort approximativement s'approprier à l'expression vagabonde de la tournure humaine.
Maintenant, les tissus vivants s'adaptent en mensuration et à la personnalité de celui qui les porte. Autre avantage, la croissance continue nourrie par les odeurs corporelles et la transpiration de doux parfums exhalés par leurs propres pores et un constant renouvellement des fibres qui réparent les erreurs. Les filantes en éliminant tout souci de lessive. Cependant, je me fis la réflexion, en parcourant ce matin le magasin, que ces avantages immenses n'étaient pas sans contrepartie. Pour une raison inconnue, nous avions rassemblé une collection particulièrement capricieuse. On avait constaté des cas de panique soudaine causés par l'échappement d'un moteur. Une fois, un stock entier de robes dernière mode s'était détruit en quelques secondes dans un paroxysme de violence. On avait retrouvé quelque chose qui ressemblait à un amas hétéroclite de chapeaux bouillis. J'étais sur le point de suggérer à Georges de fermer la boutique pour la matinée quand je remarquai que la première cliente venait d'arriver. Partiellement dissimulée par une rangée de tenues de plage, elle ne montrait qu'un visage agréable voilé par un chapeau à bords blancs. Près de l'entrée, un jeune chauffeur attendait au soleil. Contemplant les touristes d'un regard blasé, je fus d'abord ennuyé de voir arriver une riche cliente au moment exact où notre marchandise se montrait indocile. Je me souvenais encore avec un frisson du bikini irritable qui s'était laissé tomber sur les chevilles de sa propriétaire alors qu'elle se trouvait au sommet du grand plongeoir. Au-dessus de la piscine bourrée de l'hôtel Neptune, je me tournai vers Georges pour lui demander d'user de tout son tact pour l'amener à quitter la boutique. Pour une fois, il avait perdu son assurance. Le buste incliné vers l'avant, les yeux enfoncés comme s'il était myope, il observait notre cliente, minable voyeur de boulevard, foudroyé par la vue d'une nymphette adolescente. Georges, reprenez-vous, la connaissez-vous? Il me fixa d'un regard sans expression. Quoi? Déjà son complet prenait la douceur et le poli d'un miroir. Réaction habituelle en face d'une jolie femme. Il murmura. Miss Channing. Quoi? Rain Channing, répéta-t-il. C'était avant votre temps, monsieur Sampson, avant celui de n'importe qui. Je le laissai me dépasser, main tendue, dans l'attitude de Perceval approchant le Saint Graal. Je me souvenais bien d'elle, un ancien mannequin international et la quintessence de l'éternel. Son visage de gamine mélancolique provenait d'une douzaine d'opérations chirurgicales. Rain Channing était une lugubre relique des années 70 et de leur culte de la jeunesse. Dans le passé, des actrices vieillissantes avaient recours à la chirurgie plastique pour redresser une joue affaissée ou effacer une ride révélatrice. Mais le cas de Rain Channing était différent. Jeune mannequin de 20 ans, à peine elle avait soumis son visage au scalpel et à l'aiguille pour reconquérir la beauté enfantine d'une ingénue adolescente. Elle était bien retournée une douzaine de fois sur ce théâtre d'opération pour en émerger enveloppée de pansements. Ceux-ci, retirés sous le feu des projecteurs, révélaient un visage figé dans l'adolescence. De cette sinistre manière, elle avait peut-être aidé à tuer ce culte extravagant. Depuis quelques années, elle vivait à l'écart du public. Je me souviens avoir appris quelques mois plus tôt la mort de son confident et impresario, Gavin Kaiser, jeune et brillant couturier qui avait lancé la mode des biotextiles. Âgé de près de 30 ans, Rain Channing conservait pourtant encore son apparence enfantine, étrange superproposition de visage adolescent encadrant des yeux mélancoliques. Elle avait le regard marqué de la même prédestination au suicide que Marilyn Monroe. Quand elle s'adressa à George de sa voix sourde, je compris que je l'avais déjà vue, dansant avec les clochards au night-club abandonné de Lagoon West. À l'époque où j'avais acheté la boutique, j'y avais trouvé des magazines de mode poussiéreux aux pages couvertes de ses photos. Rain, aux yeux blessés, aux yeux luisants entre les pansements qui couvraient ses joues redessinées. Rain, portant la toute dernière création biotextile dans quelques clubs ultra chics, souriant à la belle gueule de gangster de Kaiser. À plusieurs points de vue, la liaison entre Rain Channing et ce tout jeune génie de la mode caractérisait toute une désastreuse époque. Le visage de Rain n'en était plus qu'un reliquaire oublié, et bientôt
Avant ses 30 ans, ce visage disparaîtrait. Cependant, durant la visite de la boutique, cette lugubre perspective semblait bien éloignée. Georges se délectait de la voir. Il rencontrait enfin sur un pied d'égalité l'un des trop éclatants luminaires de ses débuts. Sans se préoccuper de nos marchandises troublées, il ouvrit les vitrines et les coffrets. Tout s'était curieusement calmé. Les robes ne remuaient plus que fort doucement sur leurs cintres, comme des oiseaux dociles. Je laissai à Georges le temps de savourer ce souvenir, puis je me présentai. Vous avez su les calmer, la félicitai-je. Elles doivent vous aimer. Elle ramena autour de son cou l'étole de renard blanc et s'en frôla la joue. La fourrure lui entourait les épaules comme un nid aux douillettes caresses. Je l'espère, dit-elle. Vous savez, il y a quelques mois, je l'ai détesté. J'aurais voulu voir tout le monde se promener tout nu pour que les vêtements meurent tous. Elle éclata de rire. Maintenant, je dois me recomposer. Une garde-robe complète. Nous sommes charmés que vous ayez commencé par ici, Miss Channing. Resterez-vous longtemps à Vermilion Sands? Quelque temps. J'y suis déjà venu il y a longtemps. Monsieur Sampson, rien ne change jamais à Vermilion Sands. L'avez-vous remarqué? C'est un endroit où il fait bon revenir. Nous avons parcouru le rayon. De temps à autre, elle caressait l'une des étoffes de sa blanche main enfantine. Elle ouvrit son manteau et un bijou sonique, une rose de cristal, et mit sa musiquette entre ses seins. Des joujoux de velours se nichaient autour de ses poignets. Elle semblait dissimulée au sein d'un vivant nid, comme quelques jeunes Vénus. Qu'y avait-il en Rain Channing qui m'attirait tellement? En regardant Georges l'aider à choisir une brillante robe pastel, sans écouter les murmures de ses voisines, il me vint à l'esprit que Rain Channing ressemblait à Ève, enfant dans l'Éden de la couture. La vie jaillissait de ses doigts caressants. Je me souvins alors de ses danses avec les clochards au night-club abandonné de Lagune Ouest. Pendant que le jeune chauffeur emportait ses achats, je lui dis: Je vous ai vu la nuit dernière, au night-club près de la plage. Elle me fixa pour la première fois de ses yeux éveillés et adultes au sein du masque adolescent. J'habite par là, l'une des maisons au bord du lac. Il y avait de la musique et des gens qui dansaient. Quand le chauffeur ouvrit la portière, je vis que les sièges étaient couverts de bibelots et de bijoux soniques. Ils s'en allèrent ensemble, adultes jouant aux enfants. 2 jours plus tard, j'entendis à nouveau de la musique au nightclub. J'étais installé pour la soirée sous la véranda quand cette timide musique nocturne commença. Son sec et métallique assourdi par l'air poudreux, je descendis dans l'obscurité pour longer la plage. Les clochards avaient disparu, mais Rain Channing errait contre les tables, dessinant de sa robe blanche des signatures vides dans le sable. Un yacht des sables attendait sur les hauts fonds, à côté. Un homme jeune au torse nu montait la garde, main sur les hanches. Ses cuisses puissantes et son short blanc ressortaient sur l'obscurité. Les vagues thermiques brisaient le sable en rides autour de ses pieds, avec son visage large et son nez écrasé à la Michel-Ange. Il ressemblait à quelque sombre esprit des plages. Il attendait pendant que j'approchais, puis avança en travers de mon chemin, me frôlant l'épaule. Son dos luisant reflétait les lumières lointaines de Vermilion Sands, pendant qu'il traversait les dunes vers le night-club. Après cet étrange rendez-vous, je supposais que nous ne reverrions plus Rain Channing, mais le lendemain matin, en arrivant à la boutique, Georges m'attendait nerveusement à l'entrée. Monsieur Sampson, j'ai essayé de vous téléphoner. La secrétaire de Miss Channing nous a appelés. Tout ce qu'elle a acheté est pris de folie furieuse. Plus rien ne lui va. 3 des robes croissent irrégulièrement. J'ai réussi à le calmer. J'ai appelé la secrétaire de Rain, une Française acerbe. Elle m'a pris sèchement que 2 robes de soirée, une de cocktail et 3 tailleurs. Toute la garde-robe achetée à des mesures à Gaza, montrée en graines. Pourquoi elle n'en avait aucune idée. Cependant, Mr. Sampson, je vous suggère de venir immédiatement à la résidence de Miss Channing pour remplacer chaque achat ou rembourser le total qui se monte à $6,000. Sinon, Mademoiselle Fournier, répondis-je, avec la raideur et le peu de fierté que je pouvais rassembler, il n'y a pas de sinon. Avant que je m'en aille, Georges m'apporta avec un soin quelque peu exagéré un complet de sport cyclamen.
Celui-ci, un Shantung biotextile, avait été commandé pour l'un de nos clients millionnaires. Pour ma propre réputation, sinon pour la vôtre, Mr. Sampson, en de telles occasions, il faut porter bien haut le pavillon. Le complet me collait au corps comme un svelte cobra de dentelle. De lui-même, il prenait la forme de mon torse et de mes jambes. Ses couleurs brillaient et coulaient, tandis qu'il explorait les contours de mon corps. Quand je sortis pour prendre la voiture, les passants se retournèrent pour regarder cette délicate et luisante peau de serpent. Je n'étais pas arrivé depuis 5 minutes chez Rain Channing qu'il s'était déjà calmé. Il pendait sur mes épaules comme une fleur blessée. L'ambiance de la villa était au désastre. Le jeune chauffeur qui s'occupa de ma voiture l'emmena dans un crissement de pneus, ses yeux glissant comme des rasoirs sur mon visage. Mademoiselle Fournier m'accueillit d'un impérieux hochement de tête. J'étais une quadragénaire au visage anguleux. Elle portait une robe noire de sorcière qui bouillonnait de colère comme une pie-grièche sur ses épaules osseuses. Toute une garde-robe détruite, monsieur Sampson. Pas seulement vos robes, mais aussi des originaux, sans prix. La dernière mode de Paris. Nous perdons tous la tête ici. Je fis de mon mieux pour la calmer. L'un des dangers des biotextiles est qu'ils sont facilement pris de panique. Une scène de ménage, un cri de colère, ou même une porte qui claque peuvent déclencher un paroxysme d'autodestruction. Mon complet commençait déjà à se faner sous l'œil sombre de mademoiselle Fournier. En montant l'escalier, je caressai le velours troublé des rideaux. Ils reprirent leur place. Peut-être ne sont-ils pas portés assez souvent, hasardai-je. Ces tissus ont besoin de contact humain. Mademoiselle Fournier me lança un étonnant regard railleur. Nous pénétrions dans l'appartement du dernier étage, au-delà des fenêtres voilées. Il y avait une terrasse d'un verre passé qui dominait la surface colorée du lac de sable. Mademoiselle Fournier m'indiqua les garde-robes ouvertes de cette pièce spacieuse. Un contact humain, précisément, Mr. Sampson. C'était pour partout le chaos. Des robes gisaient sur les canapés, certaines blanches et inertes, ayant perdu toute couleur. D'autres s'étaient feutrées et étaient mortes. Leurs bords recroquevillés faisaient penser à des peaux de banane. 2 robes de soirée drapées sur le secrétaire étaient devenues sauvages et leurs fils s'entremêlaient. Dans les garde-robes, les rangées de vêtements pendaient nerveuses, et leurs couleurs battaient comme des soleils déments. Les observant, je sentis qu'elles se calmaient péniblement. Après une crise émotionnelle plus tôt ce matin, quelqu'un les a affolées, dis-je à mademoiselle Fournier. Miss Channing ne comprend-elle pas qu'on ne peut jouer à la capricieuse idiote auprès de ces tissus? Elle m'agrippa le bras. Un doigt raide se posa sur mes lèvres. Mr. Sampson, nous avons tous nos problèmes. Faites seulement ce que vous pouvez. Vos honoraires vous seront payés tout de suite. Après son départ, je m'occupai des rangées de robes. Je sortis les plus endommagées. Quant aux autres, je les séparai les unes des autres. Puis je caressai les tissus jusqu'à ce qu'ils se détendent et s'adoucissent. J'étais passé au garde-robe de la chambre voisine quand je fis une curieuse découverte. Un considérable choix de vêtements se trouvait entassé entre les portes coulissantes. C'étaient des modèles fanés des années précédentes qu'on avait laissés mourir à leur cintre. Quelques-uns vivaient encore faiblement. Ils pendaient inertes, réagissant à peine à la lumière. Ce qui me frappa était que tout avait pris des formes étranges. Leurs couleurs saignaient, comme des blessures dans le tissu. Ces images d'un traumatisme passé témoignaient des scènes de violence qui s'étaient déroulées entre Rain Channing et quelqu'un, qui que ce soit, qui avait vécu avec elle durant les années passées. Je me souviens des vêtements portés par une femme tuée dans un accident de voiture, jaillissant des débris comme une monstrueuse fleur d'enfer, ou de la garde-robe en folie que m'avait offerte la famille d'une riche héritière qui s'était suicidée. Il y avait aussi l'histoire apocryphe de ce meurtrier qui s'enfuyait vêtu d'un manteau volé et qui avait été étranglé par le vêtement qui revivait l'agonie de son propriétaire. Abandonnant ces tristes reliques à leur sombre fin, je regagnai la première pièce. La porte de la terrasse s'ouvrit derrière moi alors que je disposais les dernières robes énervées sur leur cintre. Rain Channing sortit du soleil. Au lieu de sa blanche fourrure moulante, elle portait maintenant un bikini biotextile. Les 2 coupes jaunes entouraient ses seins bien développés
comme des mains endormies. Malgré les traces évidentes d'une violente dispute ce matin-là, elle semblait calme et détendue. Comme elle observait les occupants, maintenant tranquilles, de sa garde-robe, son pâle visage d'adolescente tortueuse ressemblait plus que jamais à un masque de chirurgien, ou au visage poudré et enfant d'une impératrice manchoue. Mr. Sampson, elle se sent calmée, vous êtes Saint François, charmant les oiseaux, suggérai-je, encore ennuyé d'avoir été convoqué à Lagune Ouest. Je vis un geste vers les garde-robes fermés de l'autre pièce. Pardonnez-moi, mais il y a de bizarres souvenirs ici. Elle s'empara de mon veston et le posa sur ses épaules nues dans un geste de fausse modestie qui n'en avait pas. Moins un certain charme. Les tissus collaient à son corps comme une énorme fleur rose, caressant sa poitrine et ses bras. Le passé est une sorte de zone sinistrée. J'en ai bien peur, Mr. Sampson. Je sais que je vous ai fait venir ici sous un faux prétexte. Ça n'a pas été très bien ce matin et vous êtes mon seul voisin. Elle alla à la fenêtre et regarda le lac peint. Je suis revenu à Vermilion Sands pour des raisons qui vont vous sembler folles. Je l'écoutais avec méfiance, mais quelque chose dans son apparente franchise balaya ma prudence. L'amant de minuit, celui du yacht des sables, avait laissé la scène sans aucun doute dans un holocauste émotionnel. Nous passâmes sur la terrasse pour nous asseoir sur des pliants près du bar. Durant les heures suivantes, les nombreuses heures qui s'écoulèrent dans cette maison sans miroir, au-dessus du lac coloré, elle me parla des années vécues avec Kaiser. Elle me raconta comment il l'avait découverte, qui chantait au night-club en plein air de Lagune Ouest. Elle avait vu, dans cette beauté de 15 ans, l'apothéose du culte de la jeunesse et en avait fait son modèle vedette pour la mode biotextile qu'il créait. 4 ans plus tard, elle avait subi sa première opération au visage. Il y en eut bien d'autres dans des années qui suivirent immédiatement. Pardon. À la mort de Kaiser, elle n'avait pu que revenir à Lagune Ouest, dans cette maison proche du nightclub abandonné. J'ai perdu bien des lambeaux de moi-même dans ces cliniques et ces hôpitaux. J'espérais pouvoir les retrouver ici. Comment est mort Kaiser demandai-je. D'une crise cardiaque, disent-ils. C'était une sorte de terrible convulsion, comme s'il était mordu par une centaine de chiens enragés. Il essayait de se déchirer le visage. Elle cacha son visage blanc entre ses mains. N'y avait-il aucun doute hésitai-je. Elle me prit le bras. Gavin était fou. Il voulait que rien ne change entre nous. Ces opérations, ce n'est pas à cause de la mode qu'il me faisait garder mes 15 ans. Il voulait me garder à tout jamais tel que j'étais quand je suis tombée amoureuse de lui. Par la suite, toutefois, je ne me souciais plus des raisons qui avaient poussé Rain Channing à revenir vers Lagune Ouest. Chaque après-midi, je la retrouvais à la villa. Nous nous couchions sous la marquise, près du bar, pour regarder les couleurs changeantes du lac peint. Là, dans cette maison sans miroir, elle me contait ses rêves étranges, tous liés à ses craintes de rajeunir. Le soir, au moment où commençait la musique au nightclub abandonné, nous traversions les dunes pour danser parmi les tables noyées de sable. Qui avait amené là ce tourne-disque et cet unique disque sans étiquette? Une fois en retournant, je revis le jeune homme aux épaules puissantes et au nez cassé. Il se tenait près du yacht des sables, dans l'obscurité. Il nous surveillait comme nous marchions bras dessus, bras dessous. La tête de Rain appuyée sur ma poitrine, elle écoutait un bijou sonique qu'elle tenait en main, et ses yeux enfantins passèrent sur son visage sympathique. Je le voyais souvent vers midi. Il pilotait son yacht sur le lac à quelques centaines de mètres de la rive. Je supposais qu'il s'agissait de l'un des anciens amants de Rain, occupé à observer son successeur avec une curiosité sympathique. Un bizarre sens de l'humour devait le pousser à faire jouer pour nous cette musique. Pourtant, quand j'en parlais à Rain un après-midi, elle niait le contraire ou même l'avoir déjà rencontré. Appuyée sur un coude, elle observait le yacht accosté le long de la plage à 300 mètres. Le jeune homme longeait la ligne des hautes eaux, cherchant quelque chose parmi les fioles hypodermiques brisées. Je peux lui demander de s'en aller, Rain. Elle fit signe que non, et je repris. Il est venu ici. Que s'est-il passé entre vous? Elle répliqua assez sèchement. Pourquoi dis-tu ça? Je laissai tomber. Ses yeux le suivaient partout, mais j'étais couché près d'elle.
un bout de soleil sur les bras. 2 semaines plus tard, je le vis à nouveau, peu après minuit. Je m'éveillais sur la terrasse de Rain. J'entendais la musique familière venir du nightclub déserté. En bas, dans la lumière diffuse, Rain Channing marchait vers les dunes. Sur la plage, les rouleaux thermiques fouettaient le sable blanc en minces vagues. La villa était vide. Mademoiselle Fournier était à Plage Rouge pour quelques jours et le jeune chauffeur dormait dans son appartement au-dessus des garages. J'ouvris les grilles au bout de l'allée sombre, ornée de rhododendrons, et m'en allai vers le nightclub. La musique geignait autour de moi sur le sable mort. Le nightclub était désert. Le disque tournait pour lui-même sur l'estrade abandonnée. J'errais parmi les tables, cherchant une trace de Rain. J'attendis quelques minutes au bar. Je m'accoudai au comptoir quand jaillit la mince silhouette du chauffeur. Il plongeait sur moi le poing droit dirigé vers mon front. Je l'évitai et saisis son bras droit que j'écrasai sur le comptoir. Dans l'obscurité, son visage étroit était déformé par un rictus de colère. Il dégagea son bras tout en regardant vers le lac par-delà les dunes. La musique geignait à nouveau, le disque passant une fois de plus. Je l'ai trouvé sur la plage. Rain avait la main sur la hanche du jeune homme pendant que celui-ci s'arc-boutait pour lancer le bateau. Je ne savais que faire. J'étais troublé par la façon dégagée dont il se conduisait avec Rain. Je restais au milieu des dunes, au-dessus de la plage. Des pieds marchaient dans le sable. Je regardais Rain, dont les masques blancs se multipliaient au clair de lune, quand quelqu'un s'approcha par derrière et me frappa au-dessus de l'oreille. Je m'éveillai sur le lit de Rain, dans une villa déserte. Le clair de lune sur la terrasse ressemblait à un linceul. Autour de moi, les ombres des formes démentes bouillonnaient le long des murs, comme les pensionnaires difformes de quelques volières de cauchemar. Dans le silence de la villa, je les écoutais se mettre en pièces. C'étaient comme des créatures condamnées qui se torturaient sur leur gibet. Je quittai le lit et découvris mon reflet dans la fenêtre ouverte. Je portais un costume lamé or qui brillait au clair de lune comme l'armure de quelques spectres célestes venus visiter les monstres infernaux. La main posée sur mon crâne douloureux, j'allai sur la terrasse, le costume d'or collé au corps. Ce revers me pressait la poitrine. Dans l'allée, les rhododendrons dissimulaient à demi la limousine de Rain. Au volant, le jeune chauffeur, il me lançait un regard ennuyé. Rain, sur la banquette arrière, des jambes vêtues de blanc s'agitèrent. Un homme au dos nu se blottissait dans les coussins. Furieux de devoir contempler ce spectacle, habillé d'un aussi absurde costume, je voulus m'en débarrasser. Avant que je puisse encore appeler Rain, quelque chose me saisit les mollets et les cuisses. J'esquissai un pas en avant, mais mon corps était coincé dans un étau doré. J'examinai mes manches, les tissus brillaient d'une ardente luminescence en se contractant sur moi. Ces fibres se mêlaient en mille nœuds serrés. Je respirais déjà plus difficilement. J'essayais de bouger, mais je ne pouvais même pas lever les mains vers le revers qui me serrait le cou. Au moment où je m'écroulais sur le garde-fou, des phares éclairèrent l'allée. La voiture s'en allait doucement sur le gravier. J'étais couché dans la rigole, les bras coincés dans le dos. Le costume doré brillait dans l'obscurité et ses reflets ardents illuminaient les innombrables panneaux de verre de la maison. Quelque part, en bas, la voiture passa les grilles et disparut dans la nuit avec un rugissement de moteur. Quelques minutes plus tard, je revins à moi. Je sentais des mains me masser la poitrine. On me souleva pour m'asseoir le dos au balcon. Je restai là, sans énergie, laissant mes côtes endolories se mouvoir dans une liberté retrouvée. Le jeune homme au torse nu était à genoux devant moi. Il tenait une lame argentée en main et débarrassait mes jambes des derniers lambeaux dorés. Les débris fanés du costume luisaient comme des braises sur les dalles sombres. Il m'inclina la tête en arrière et me regarda dans les yeux avant de replier son couteau. Vous ressembliez à un ange, mourant Samson, Dieu du ciel, subhanahu. Je me laissai aller contre le garde-fou. J'avais le corps entier marqué de zébrures. Cette saloperie m'écrasait. Qui êtes-vous? Jason. Jason Kaiser. On s'est déjà vu. Mon frère est mort alors qu'il portait ce costume, Samson. Son visage dur m'observait. Le nez cassé et la bouche large ébauchaient une demi-ressemblance. Kaiser. Vous voulez dire que votre frère...
Je montrai les débris dorés qu'il a été étranglé. En habit de lumière. Dieu, subhanahu, sait ce qu'il a vu, mais ça l'a tué. Supposez ce que vous voulez, Samson, mais ce n'était peut-être que juste. Le tailleur tuait par ses propres vêtements. Il donna un coup de pied au lambeau luisant et regarda la maison abandonnée. Je savais qu'elle reviendrait ici. J'espérais qu'elle choisirait l'un des clochards, mais ce fut vous. Et je le savais. Tôt ou tard, elle vous aurait assez vu. Elle me montra les fenêtres de la chambre. Le costume était là. Il attendait de revivre cette crise. Vous savez, j'étais avec elle dans la voiture tandis qu'elle se décidait à l'utiliser. Samson, elle envoie ses amants au paradis. Une minute, elle ne vous a pas reconnu? Il fit signe que non. Elle ne m'avait jamais vu. Je ne m'entendais pas avec mon frère. Pourtant, il y a, 10 ans, certains signes sur le visage, certaines similitudes qui pouvaient m'être utiles. Je n'avais besoin que du disque. Cette vieille rengaine du nightclub, je l'ai trouvée au bar. Pour quelque, pour quelque absurde raison, mes côtes endolories et ma peau griffée ne pouvaient m'empêcher d'encore penser à Rain, à cet étrange visage enfantin qu'elle portait comme un masque. Elle était revenue à Lagon Ouest pour tout recommencer et n'avait trouvé qu'une répétition des mêmes événements. Ses lugubres souvenirs de la mort de Kaiser l'avaient prise au piège. J'étais nu. Jason se dirigea vers la chambre. Où allez-vous? L'interpellai-je. Tout est mort là-dedans. Je sais. Ça n'a pas été facile de vous enfiler ce costume, Samson. Les robes savaient ce qui se préparait. Il se montra les phares qui fonçaient sur la route au bord du lac, à 5 miles au sud. Dites au revoir à Miss Channing. J'observai la voiture qui disparaissait dans les collines. Du côté du nightclub abandonné, l'air obscur dessinait ses signatures vides sur les dunes. Dis au revoir au vent.